Eh bien, bonjour à tous. Bonjour les gars, les filles. Bonjour les copains et les copines du groupe Je ne fume plus, des groupes Breton Moi Sans Tabac, Hauts-de-France Moi Sans Tabac. Et bonjour à vous qui nous regardez. N'oubliez pas, vous pouvez partager ce live en appuyant sur le petit bouton partager. Ce soir, je suis avec Élise. Bonsoir Élise. Hello Françoise. Et ce soir, on est très contente, Élise et moi, parce qu'on accueille deux messieurs qu'on aime beaucoup. Voilà, moi je suis assez fan. Ce sont deux frères. Et non seulement ils sont sympas, mais ils font plein de choses hyper intéressantes. C'est toujours passionnant de les écouter, ce qu'on va faire. Alors, je vous présente dans l'ordre Julien Cabé, qui est psychiatre addictologue au CHU de Clermont-Ferrand, et Nicolas, le docteur Nicolas Cabé, qui est chef de clinique des universités, qui est assistant des hôpitaux en psychiatrie et addictologue, et lui, il est au CHU de Caen. Voilà. Deux frères, une belle histoire. Et aujourd'hui, on va parler du craving. Eh bien, on est parti pour une heure de questions. Julien, Nicolas, vous êtes prêts? À l'attaque. À l'attaque. Tout à fait prêt, c'est Allez, parti. Élise, c'est à toi. Alors, la première question, est-ce qu'il y a des personnalités qui sont plus vouées que d'autres à être addictes? Alors, c'est une grande question qu'effectivement on a régulièrement. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'addiction, c'est probablement le fruit de plusieurs paramètres, et donc notamment de paramètres qui sont liés à la substance donc au produit. Là, aujourd'hui, on va parler du tabac, donc c'est une substance qui est très addictive, vous le savez. Ça va être lié aussi aux facteurs individuels, donc là, notamment des facteurs physiologiques, psychologiques ou de tout ordre, hein. Et puis des facteurs environnementaux, donc dans quel environnement on se trouve. Et donc, ça serait un peu cette interaction globale qui ferait qu'on a une plus ou moins de risque de devenir dépendant aux substances. Donc finalement, non, pas de personnalité spécifiquement plus vouée à être addict, mais par contre des vulnérabilités, des profils de vulnérabilité peut-être plus importants chez certains, qui vont faire que si on est exposé, puisque ça c'est toujours le grand facteur, c'est être exposé à la substance, on va potentiellement pouvoir devenir dépendant. Oh, ouais. J'ai entendu le mot addict. Est-ce que vous pensez que tous les deux, que le tabac fumé, c'est une drogue relativement puissante? Est-ce que, parce qu'on dit, bon, allez, on clope, c'est pas de la cocaïne, c'est pas de l'héroïne, faut pas exagérer non plus, hein. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit ça ce matin ou hier. Je continue à marcher droit, je déconne pas trop. Est-ce qu'on peut appeler le tabac fumé une drogue ou pas? Alors, c'est très intéressant, je pense, de positionner les choses comme ça parce que il y a toujours ce débat, est-ce que ça existe la drogue dure, la drogue pas dure, et qui est dur, qui n'est pas dur, pourquoi certaines drogues sont licites, d'autres ne le sont pas. Ce qui est certain, c'est que le tabac rentre dans le champ des drogues tout à fait, hein. Ce sont des substances qui vont modifier la manière dont fonctionne le cerveau, qui peuvent générer une dépendance derrière. Et comme a dit Julien, il y a différents facteurs qui caractérisent un petit peu ce risque d'addiction, et notamment il y a des facteurs qui sont liés aux produits qu'on consomme. Et l'INSERM, dans une expertise collective, a essayé de regarder un peu le potentiel addictogène des différents produits. Et ben, celui qui arrive en tête, et très largement, c'est le tabac et c'est la nicotine, qui aurait potentiellement la capacité à rendre quasiment 30% des personnes qui en consomment dépendants. Alors, tu comparais, ce monsieur comparait avec la cocaïne, hein. La cocaïne, on est plutôt autour de 17%, donc pratiquement moitié moins. Et l'alcool est aux alentours de 15, donc la moitié. Mais, vous voyez, la nicotine, le tabac fait pire en termes de risque addictif que l'héroïne, que la cocaïne, que l'alcool, et en fait que toutes les autres drogues. Donc, si on doit regarder en termes de risque addictif, le tabac, c'est la drogue la plus dure. En termes de mort causée par an, c'est le tabac très loin devant les autres. Donc, c'est aussi la drogue la plus dure en termes de mortalité. Ce qui est compliqué avec le tabac, c'est que les conséquences, elles se font sentir loin dans le temps. Donc, on est dans sa situation immédiate avec son manque et le bénéfice que peut procurer le tabac. On a du mal à se projeter sur les conséquences à très long terme et ça pose aussi moins de problèmes dans l'environnement que l'alcool ou que d'autres substances. Et Ouais. donc, on peut garder des consommations beaucoup plus longtemps de manière un petit peu plus simple. Et donc, moi, j'estime que du coup, ça en fait une drogue encore plus dure que les autres, encore plus dure à quitter parce qu'elle tue plus, elle est plus forte. Elle est plus accessible parce qu'elle est légale et on a moins de limites finalement, moins de choses qui finissent par nous bloquer dans la consommation. Mhm. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, hein. Élise. Alors, parmi nos copains-copines, on en a qui fument la même chose les uns que les autres. Et certains, ils décrochent très facilement, d'autres, ils restent en manque pendant des mois, voire des années.
Et en fait, à quoi est-ce que c'est dû ça? Alors, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à globaliser les usages, un petit verre ou une petite cigarette. En fait, vous le savez, déjà, il y a plein de façons d'ailleurs différentes de fumer, hein. On fume, même si on fume une cigarette, on la fume peut-être pas avec la même intensité, la même rapidité. Il y a aussi, bien sûr, le nombre de cigarettes qu'on va fumer dans la journée, par exemple. Et puis après, au-delà de tout ça, il y a plein d'autres facteurs qui vont rentrer en compte dans cette capacité à réduire, à arrêter ou modérer, en tout cas, comme on le souhaite. Déjà, il y a des variabilités interindividuelles qui sont physiologiques. On n'a pas tous la même façon de métaboliser, c'est-à-dire de transformer la nicotine quand elle est dans notre corps. Et toutes les substances d'ailleurs qu'il y a dans les cigarettes, puisqu'il n'y a pas que la nicotine. Et donc, rien que ça va faire en sorte qu'on va pas avoir peut-être des sevrages aussi rapides, aussi intenses, aussi puissants. Et donc, on va pouvoir peut-être différemment un petit peu s'arrimer à cette phase d'arrêt ou de réduction. Ensuite, on a bien sûr des variabilités psychologiques, environnementales. Et là, chacun a des environnements qui sont peut-être plus ou moins soutenants. Il y a des métiers où il y a beaucoup de gens qui fument, il y a beaucoup d'espaces de sociabilité qui sont autour de la cigarette. Rien qu'à l'hôpital, hein, par exemple, on peut citer cet environnement-là. Donc, c'est aussi des endroits où on aura peut-être plus de réapparition. Et on va en parler d'ailleurs tout à l'heure de craving parce qu'il va y avoir des déclencheurs aussi plus importants et plus réguliers. Et ça, on sait que ça va rendre plus difficile le maintien de l'arrêt dans le temps. Et voilà. Et donc, voilà, pour terminer, c'était cette phase d'environnement. Donc, il faut se dire que, encore une fois, c'est tous ces facteurs-là qui vont rentrer en jeu. Peut-être que des fois, et on en reparlera aussi tout à l'heure, on n'identifie même pas, en fait, ce qui nous donne envie de reconsommer, ce qui redéclenche du craving, parce que ça peut être extrêmement atypique ou au contraire très inconscient. Et c'est tout ça, en fait, qui va rentrer en jeu dans le fait de pouvoir arrêter ou pas. En tout cas, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la valeur personnelle des personnes, hein. On sait très bien que c'est pas du tout la réalité. On peut être très motivé. On peut aussi avoir d'ailleurs une motivation qui fluctue dans le temps. Et puis, on a tous ces paramètres-là qui vont rentrer en jeu. Mhm. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez complexe quand même, hein, malgré tout, hein. Allez, on va passer au thème de ce live, le craving. Alors, dans une classification bien connue, je vous le lis, hein, le craving fait partie des critères diagnostiques du trouble de l'usage de la substance ou d'une substance. Il est défini comme une envie impérieuse et irrépressible de consommer. Je veux tout de suite maintenant, là, oh. Dans une autre classification, il est défini comme un désir puissant ou compulsif d'utiliser une substance. Bon, allez, en clair, messieurs, les Hmm. docteurs, expliquez-nous c'est quoi concrètement, une petite définition. Après, on va revenir dans le détail. Alors, si c'était si simple que ça, on ne se poserait pas autant de questions du côté de la recherche là-dessus. Parce que, contrairement à la douleur que tout le monde ressent, donc on est tous dans une communauté de sensations par rapport à la douleur, le craving, ça semble être quand même assez spécifique du phénomène addictif. Et on ne sait pas encore aujourd'hui très bien si c'est juste les gens addicts qui le ressentent ou s'il y a une espèce de continuum d'un petit craving normal jusqu'à un craving qui serait vraiment pathologique. Donc, si je prends les mots ultra savants de la psychiatrie, on va parler d'envie égodystonique de consommer du tabac. Égodystonique, c'est joli comme mot, vous avez vu. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire égodystonique? Ça veut dire qu'il y a un conflit intrapsychique. Il y a une partie de soi qui sent ce besoin impérieux, irrépressible, envahissant de consommer, et puis il y a une part qui n'a pas envie de le faire, qui n'a pas envie ou qui ne peut pas. Et donc, ce craving-là, pour un fumeur de tabac, c'est facile à envisager, hein. C'est l'envie de fumer qui vous prend la tête dans l'avion alors que vous ne pouvez pas fumer puisque vous êtes dans l'avion. C'est le fait de se dire, bah là, c'est le mois sans tabac, j'ai dit que je fumais pas, mais en même temps, j'ai cette envie qui me saisit alors que je peux pas. Et donc, il y a ce conflit interne qui se met en place, qui devient très envahissant, qui monte, qui monte, qui monte. Souvent, avec mes étudiants, ce que je leur dis, je le compare ça avec l'envie de faire pipi. C'est un peu trivial, mais quand on a envie d'aller aux toilettes et qu'on peut pas et qu'on doit écouter une conférence de 2 heures, eh ben, on pense plus qu'à ça et on n'est plus du tout concentré sur ce qu'on est en train de faire. Eh ben, le craving, c'est ça, puissance 10, puissance 100, puissance 1 million. Et c'est ça qui rend la maladie si complexe finalement à appréhender. Mhm. Ce que ce n'est pas, par contre, le craving, c'est le sevrage, par exemple. Le sevrage, c'est le fait que la substance s'arrête et que le corps essaie de retrouver un moment d'équilibre, un temps d'équilibre derrière. C'est pas non plus le stress ou l'anxiété en tant que tel. On peut être anxieux et stressé sans forcément que ce soit du craving. C'est pas non plus un certain nombre d'émotions qu'on peut ressentir par ailleurs sans qu'il y ait de craving. C'est pas non plus de la faim, c'est pas de la fatigue, mais comme vous le dira Julien plus précisément après,
En fait, tous ces signes que je viens de vous lister là, ils sont très fortement associés au craving et parfois il y a de la confusion qui s'opère dans la tête des personnes dans leur quotidien au point de venir confondre la fatigue avec le craving. Donc je suis fatigué, je pense que j'ai envie de fumer ou de... Voilà, je me sens pas concentré, j'ai envie de fumer, j'ai le manque, j'ai envie de fumer. Et en fait, on a comme ça le craving qui vient se mettre un petit peu au milieu et qui sert de lien entre ces signes physiques et psychologiques et la consommation, l'envie de consommer et la consommation. Mhm. Dans ce que tu entends, on entend quand même la puissance de quelque chose qui est puissant, quoi. Hein. Et ça fait sans doute la grosse différence avec des envies classiques de fumer quand on est en sevrage, où on peut avoir des fortes envies, mais pas ce truc qui prend les tripes, quoi, hein, et qui est Ouais. un petit peu hors les mots, en fait. On n'a pas trop de mots pour le dire, parce qu'on est dans la pulsion vers quelque chose. Et c'est ça aussi le souci, c'est qu'on n'a plus les mots, on n'a plus ce raisonnement-là. Oui, il y a un Enfin, envahissement qui est tel voilà, qu'effectivement, on devient débordé et donc voilà. ou on y cède ou on résiste, mais voilà, il y a vraiment ce conflit après très important et puis la C'est souffrance que ça peut épuisant. générer. Et c'est épuisant. C'est Mm. épuisant. Mm. Élise, on va rentrer dans les typologies. Ça y est, j'ai dit le mot. C'est toi qui l'as eu. Pas dire, mais à chaque gros mot, c'est une tablette de chocolat ici, là, Ouais, hein. ouais. Ça fait au Allez, moins deux vas-y. alors. Alors, vous décrivez plusieurs sortes de craving. Il y a le craving obsessionnel, le craving de soulagement, le craving de récompense. Comment est-ce qu'on peut comprendre chacun de ces types de craving, hein? Alors, on va essayer d'expliquer ça enfin, pragmatique. Donc, c'est vrai qu'il y a des typologies différentes de craving. En tout cas, nous, c'est une hypothèse qu'on porte avec Nicolas et qu'on pense vraiment que chaque personne a finalement son profil de craving. Et c'est pour ça que c'est peut-être si compliqué d'accompagner les personnes, puisqu'en fait, on donne une stratégie un peu générale, alors qu'il y a probablement justement des sortes de craving qui sont propres à chaque personne. Donc, ces typologies, elles vont dépendre, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, du profil des personnes, des modalités de consommation. On verra un petit peu, je leur expliquerai juste après. Et puis aussi de l'état psychologique et physique des personnes. Est-ce qu'il y a, par exemple, des douleurs, des maladies chroniques par ailleurs? Est-ce qu'il y a une difficulté sur le plan de la santé mentale? Et bien sûr, ça va dépendre de l'ancienneté des consommations. Et pour essayer peut-être de faire quelque chose en termes de progressivité, vous le savez, au début, quand on lance un usage de substance, que ce soit le tabac ou une autre, on le fait souvent par effet de récompense. Finalement, on y trouve du plaisir, on y trouve une satisfaction, on trouve une stimulation qui nous intéresse. Et c'est ce qu'on va appeler le renforcement positif. Je fais quelque chose que je perçois comme positif pour moi et donc je vais le reproduire parce que c'est agréable. Si on prend un exemple beaucoup plus pragmatique, hein, je mange un pain au chocolat, je trouve ça très bon et donc la prochaine fois que j'y serai exposé, probablement que j'aurai envie de le manger. Ça, c'est ce qu'on va appeler le craving de récompense quand ça devient évidemment pathologique. C'est ça qui va motiver finalement la consommation. Et puis, le temps passant, le cerveau va un petit peu s'adapter à tout ça. Et vous savez, hein, il y a une perte d'effet avec le phénomène de tolérance de la nicotine notamment. Et ça va être remplacé par l'apparition plus rapide et plus intense des symptômes de sevrage qui, pour le coup, eux, sont négatifs. Et donc, ça va rentrer dans une nouvelle modalité de motivation à consommer qui est le renforcement négatif où je vais consommer plutôt parce que ça me soulage finalement de quelque chose. Donc, ça peut ou soulager du manque ou soulager par ailleurs un état émotionnel ou un état euh, environnemental qui serait négatif. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir appeler le craving de soulagement. Et puis, le temps évoluant encore, on va rentrer dans une forme beaucoup plus obsessionnelle, puisque là, on va rentrer dans un moment où il va y avoir une vraie ritualisation finalement et une vraie quasiment automatisation des comportements. Et ça, on le voit chez les personnes les plus dépendantes, hein. Il y a des usages de cigarettes ou des usages de substances quelles qu'elles soient qui deviennent presque automatisés et qui sont même plus réfléchis finalement. On le fait parce que c'est l'habitude, parce que c'est l'heure, parce que c'est l'endroit. Et donc, on va rentrer dans ce que tu disais, Françoise, des choses beaucoup plus compulsives, beaucoup plus impulsives aussi. Enfin, mais là, vraiment dans une forme de compulsivité qui est non contrôlée même sans renforcement. Il n'y a même pas besoin que ce soit agréable ou pas à ce moment-là. Le simple fait de le faire va finalement voilà, assurer la fonction de remplir en tout cas cette fonction par rapport au craving. Donc voilà un petit peu ces trois typologies de craving et probablement que dans la réalité, eh ben, on va mélanger un petit peu tout ça. Il y a un spectre effectivement entre les différents types, mais on va probablement un petit peu à les associer dans la vie au quotidien. Et comment ça se manifeste physiquement? On a des difficultés de concentration, on a le cœur qui bat la chamade, on a des sueurs.
on est irritable. Comment ça se passe physiquement dans notre corps? Comment ça se manifeste en fait, concrètement? Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup pensé le craving comme étant quelque chose qui se passe dans la tête. Et donc, on ne s'est Ouais, pas trop intéressé au corps pendant très c'est longtemps. clair. On s'est Mm. intéressé aux pensées, on s'est intéressé aux émotions, aux comportements. Et là, il y a tout un champ de recherche assez récent qui a été ouvert, et notamment par l'équipe de Louvain-la-Neuve avec laquelle on a collaboré avec Julien, et notamment Pauline Billot, qui est une jeune chercheuse sur cette thématique, qui est d'aller regarder en fait une cartographie du corps, des sensations que les personnes ressentaient quand elles avaient du craving. Et là, c'est très intéressant parce que ça peut être des choses extrêmement variées qui vont relever de ce qu'on appelle, alors attention, désolé, Élise, c'est encore un mot compliqué, donc ça fait un troisième tablette de chocolat, ce qu'on appelle l'interoception. L'interoception, c'est C'est la quoi? perception qui vient de l'intérieur du corps. Donc, ça va être des picotements, une lourdeur, chaleur, etc. En fait, comme quand vous avez faim, il y a plein de sensations dans le corps qui se réunissent ensemble et qui sont traduites comme étant la faim. Eh ben, le craving, il y a une partie du craving qui fonctionne comme ça, qui vient du corps. Et donc, elle est à la regarder comme ça, avec finalement cette espèce de cartographie très intéressante et très jolie à regarder, quelles étaient les régions qui étaient le plus associées à des sensations. Et on a vu des choses très variées d'une personne à l'autre. Ça nous a beaucoup interpellés. On ne s'attendait pas à autant de diversité. Et elle a aussi remarqué que ce craving, cette composante physique du craving n'était pas la même si on regardait ça chez des étudiants, par exemple, qui consomment beaucoup d'alcool en binge, ou chez des personnes qui sont en soins dans un service comme le nôtre, par exemple, à Caen. Donc il y a manifestement en plus une variation de ce craving, cette expression physique, au cours de l'évolution des consommations. Donc ça, c'est vraiment ce qui appartient au craving en tant que sensation physique. Et puis après, comme vous l'a dit Julien, le craving, ça génère de la tension, ça génère de la souffrance, du stress, et tout ça va s'associer encore à un cortège d'autres symptômes, que sont les symptômes d'anxiété, les symptômes de stress. Et puis ce qu'on a pu remarquer aussi quand même, c'est que les signes associés au craving sont assez proches parfois des signes de sevrage, par exemple, comme si finalement la personne se remettait dans son moment de sevrage quand il y avait du craving, et donc on retrouve des tremblements, on retrouve des sueurs, alors que ça ne devrait pas physiologiquement être là. Mais manifestement, il y a ce raccourci qui s'est fait entre ces différentes manifestations physiques. Et donc, ça fait partie des travaux qui sont en cours d'essayer de comprendre ça le plus finement possible en proposant aux personnes de nous dire, voilà, qu'est-ce qui se passe quand j'ai du craving, peut-être même de ressentir du craving devant nous et de nous dire ce qu'elles ressentent pour vraiment venir comprendre le mieux possible et que les personnes puissent à la fin identifier quels sont les signes chez elles qui sont annonciatrices du craving pour se mettre à l'abri si jamais ça apparaît. Mhm. C'est aussi pour ça enfin, je reviens sur mon histoire d'épuisement, mais moi, quand j'ai vécu des cravings, après, j'étais vidée, mais je me sentais vidée, vidée de toute énergie. J'étais, mais une, une galette, quoi. Il n'y avait plus rien. C'est comme si ce truc fort, comme ça, puissant, avec tout son cortège aussi de manifestations physiques, hein, comme vous l'avez dit, m'enlevait toute mon énergie. Et je me retrouvais après complètement ouais, morte de fatigue. Mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire vide, quoi. Vide, complètement. Ce qui est sûr, c'est que ça met en difficulté et en même temps, on n'a pas ce qui habituellement soulageait. En tout cas, ce que le cerveau Oui, aimerait bien qu'on utilise. Donc, c'est ouais, vraiment une lutte, comme tu dis, hein, ouais, et c'est une ouais, lutte qui est épuisante au ouais, quotidien. ouais, tout à fait. Élise. Alors, pour revenir au cerveau, la perte de contrôle, la compulsion, ça marche comment en fait dans le cerveau? Il n'y a pas une histoire de neurotransmetteurs, quelque chose comme ça? Nico, tu veux faire cette question ou je... Allez, mais il y aura encore des C'est mots pas interdits, grave, hein, dans la... allons-y. Je C'est les pas laisse grave. les gars. Donc, effectivement, Julien vous a parlé de la neuroadaptation. Donc, c'est le Ouais. cerveau qui s'adapte. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il aime pas qu'on vienne lui dire ce qu'il faut faire. Donc, quand on lui donne de la récompense comme ça de manière forcée, qu'on le gave de récompense avec le tabac, par exemple, eh ben, il va s'assurer que, bah, même si vous en donnez, la récompense, elle sera moins importante. À l'inverse, il va s'habituer à la présence de ce produit et du coup, le fait de ne pas le consommer, ça va générer du mal-être. Et donc, on va vraiment avoir progressivement une sensibilité qui est réduite au plaisir, une sensibilité qui va être accrue au manque, au sevrage et au mal-être quand on ne consomme pas. Et puis, parallèlement à ça, eh bien, il va y avoir des remaniements dans la manière dont fonctionne le cerveau avec la partie qui est la plus en avant, qu'on appelle le cortex frontal,
qui va de moins en moins bien fonctionner, et donc on va perdre de plus en plus la capacité à contrôler sa consommation. Et puis par ailleurs, ce qu'on a pu montrer, c'est que on a une toute petite structure dans le cerveau qui s'appelle le striatum, que j'aime beaucoup, qui a plusieurs parties. C'est une partie ventrale qui est en dessous, qu'on appelle aussi le noyau accumbens, pour aller jusqu'au bout des mots compliqués. Mm. C'est vraiment le centre du cerveau qui va gérer la dimension récompensante. Et cette partie-là, elle va progressivement lâcher la bride en fait du comportement au profit de la partie dorsale, donc celle qui est au-dessus du striatum, qui elle est plutôt en charge des automatismes. Et donc là, très clairement, on va basculer d'une consommation qui était impulsive au départ, je consomme parce que j'ai envie, parce que c'est le moment, parce que c'est super, à une consommation compulsive, où là, je consomme même plus pour du plaisir, mais par automatisme, pour me sortir de la souffrance, pour me sortir de l'obsession. Et voilà, je cède à l'obsession finalement pour arriver à m'en dégager. Et on a vraiment comme ça cette bascule qui s'opère parce que des régions du cerveau vont prendre en charge le comportement de manière différente. Mhm. Et tout ça, effectivement, comme tu le disais, Élise, ça s'appuie sur différents systèmes de neurotransmetteurs. La dopamine, qui est vraiment le signal de la récompense, qui va gérer le côté je fais ou je ne fais pas une action, mais aussi la sérotonine, le système cannabinoïde, le système opioïde, qui vont déclencher vraiment la valeur plaisir dans le cerveau. Mhm. On a Nadia qui nous demande, ça dure combien de temps un craving? Vaste question et Ouais. ça fait partie des choses qu'on va poser dans l'enquête parce qu'on veut savoir ce que vous en pensez justement. Aujourd'hui, la communauté professionnelle, elle le modélise un peu comme une crise d'angoisse, donc 15-20 minutes, avec l'idée que ça monte un peu comme une vague et que ça redescend ensuite. Et donc, il s'agit d'aller mettre des choses pendant la montée de la vague pour faire diversion et laisser passer la vague et repartir. Mais moi, dans mes patients, Julien aussi, j'ai des patients qui me disent, moi, ça dure 1 heure de docteur, ça dure 2 heures, ça dure 3 heures, ça dure tout l'après-midi. D'autres qui me disent c'est 5 minutes et ça s'arrête. Donc ça nous paraissait pas suffisant avec Julien de juste se dire c'est 15 minutes et puis c'est tout. Et on a choisi de poser la question au plus grand nombre de personnes possible, justement pour savoir si c'est vraiment 15 minutes ou s'il y a plus de variabilité que ça. Ouais. Voilà. Moi, dans mon expérience, il y a des moments où j'ai maintenant beaucoup de recul parce que je suis une vieille des fumeuses, donc ça fait longtemps. Et donc, je marche sur ma mémoire. Et je sais que j'ai eu des cravings, je m'en souviens, mais ceux dont je me souviens sont ceux qui ont duré longtemps, Mm. c'est-à-dire plusieurs heures. C'est ceux-là qui m'ont marqué et c'est ceux-là que je pourrais vous raconter aujourd'hui, voire dans le détail, parce que je m'en souviens précisément. Mhm. Les autres, ils sont partis de ma mémoire. Ce qui montre donc que ceux qui ont duré longtemps ont marqué suffisamment pour que presque 17 ans après, je sois capable d'en parler et de parler du contexte, des circonstances où j'étais ce jour-là, dans quel endroit et comment ça s'est passé, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Les émotions, c'est au centre du craving ou pas? Ça joue un rôle majeur? Bah, écoute, tu viens de nous faire une parfaite illustration de ça, puisqu'on voit bien que c'est aussi tout le cortège émotionnel qui t'a accompagné pendant ces phases-là, par exemple, Ouais, qui fait que tu t'en souviens si bien. ouais, Donc oui, alors les émotions, c'est un phénomène qui est assez complexe, hein, même quand on regarde un peu sur le plan théorique. Mais en tout cas, dans le craving, il est clairement démontré que c'est impliqué, ça c'est certain aujourd'hui. On peut probablement dire que c'est même impliqué à plusieurs étapes. Alors déjà, dans plutôt l'aspect un peu de déclenchement du craving, ça on le sait. Tout ce qui va être émotion négative, par exemple, l'anxiété, la tristesse, la colère, ça va être des déclencheurs probablement du craving, puisqu'on va chercher après le soulagement, et c'est cet état un petit peu de mal-être qui va derrière peut-être pouvoir éventuellement déclencher le craving. Donc ça, c'est notamment le cas quand la substance a pu servir de stratégie de régulation émotionnelle, et donc ça devient une association qui est faite. Ensuite, on sait que les émotions, elles vont pouvoir aussi moduler cette intensité du craving. Plus on va avoir une émotion importante, intense qui est associée à ce craving, ou plus elle est moins bien, elle est régulée plutôt, et plus la force du craving va pouvoir peut-être être augmentée ou se prolonger dans le temps. Et puis, c'est aussi un facteur de maintien, puisque, on l'a dit, on peut tout à fait associer en technique de soulagement l'usage pour soulager une émotion. Et donc, ça va un petit peu conditionner finalement l'usage futur de la substance. mhm, Voilà, sans parler ensuite de ce qu'il y a autour, puisqu'on pense aussi, nous, que ce qui se passe après le craving est important. Et donc, il peut y avoir, une fois qu'il y a eu, par exemple, un usage, une culpabilité, peut-être de la honte, parce que c'est quelque chose qu'on avait prévu de ne ouais, pas faire, par exemple. ouais. Et donc, ça aussi, ça va jouer un rôle clé. Alors, il y a aussi des émotions positives, puisque quand on réussit à ne pas consommer, eh bien, il faut aussi se dire que ça peut donner une émotion positive qui va être intéressante à renforcer pour la suite. Bien sûr. Du renforcement positif. Chère Élise, à toi.
Alors, on vient de parler de déclencheurs émotionnels. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de déclencheurs? Oui, il y a beaucoup, beaucoup de déclencheurs qui peuvent exister. Alors, on appelle ça aussi des indices dans la recherche ou des cues en anglais. Vous verrez passer ces mots-là. En fait, ces déclencheurs, c'est plein de petites choses qui sont présentes dans l'environnement et dans le quotidien qui vont être associées, qui se sont associées à la consommation. Nous, on les schématise de deux manières. Il y a les indices généraux et les indices individuels. Les indices généraux, c'est ce qui va concerner tout le monde. C'est voir une publicité pour l'alcool, c'est voir un bar tabac, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'assez général. Et puis, déjà ça, ça peut déclencher du craving. Mais ce qui va déclencher le plus le craving, c'est les indices individuels, les indices personnels, qui parfois ont aucun sens, aucun rapport avec la choucroute. C'est-à-dire que si par exemple vous aviez l'habitude, j'en sais rien moi, de poser votre paquet de tabac dans une petite boîte en bois, et ben, le fait de voir une petite boîte en bois par la suite, ça pourrait éventuellement déclencher du craving. Il ne semble pas y avoir de lien direct, mais en fait, il y a un lien inconscient qui s'est créé. Et ces indices-là, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être en imagination, ça peut être de voir des choses, de rencontrer certaines personnes, d'être confronté à certaines émotions, à certains lieux, à certains moments de la journée. Et donc tout le travail, je voyais dans le chat Facebook, quelqu'un demandait est-ce que je peux vaincre mon craving? Ben, on ne peut pas forcément le vaincre, mais on peut aller lutter contre et s'y confronter, notamment en identifiant comme ça chaque situation où du craving est apparu et en essayant de comprendre quel a été l'indice qui a pu déclencher ça. Et Mm. après, on met des contre-mesures. Par exemple, si c'est un certain horaire, eh ben, on va aller à la piscine à ce moment-là. Si c'est la disposition du salon, on va modifier la place des meubles. Si c'est tel verre, on va le jeter. Si c'est telle personne, on va... Non, ça, on va peut-être pas l'acheter non plus, mais on peut peut-être essayer de la rencontrer dans d'autres contextes. Donc faire plutôt un goûter avec cette personne-là que d'aller faire une soirée, etc., etc. Voilà. Tout ce qui va permettre finalement de créer tout un répertoire de stratégies pour se confronter au craving et réduire son risque de rechute. Mhm. Ça, c'est super intéressant. Très intéressant. Alors, on a des questions, j'en pose une ou deux. Didier nous dit, quand j'ai un craving, je prends deux, trois, voire plus de gomme nicotinique. Est-ce que c'est dangereux? Non. Hein, on va faire réponse rapide. Vous êtes d'accord, messieurs? Non, non, On est c'est pas d'accord. dangereux et vraiment, c'est une bonne stratégie parce que l'idée, c'est de soulager tout de suite l'inconfort qui est lié au manque de nicotine Mm. pour surtout que ça ne déclenche pas justement un craving qui va un peu pousser ensuite à consommer derrière. Donc non, c'est une bonne stratégie. Très bonne stratégie. Donc, continuez comme ça, Didier. Hélène nous dit, j'ai d'énormes cravings quand il y a beaucoup de soleil. J'ai eu un gros trauma qui s'est déroulé un jour de grand soleil dehors. Est-ce qu'il peut y avoir un lien? Oui, oui, clairement. Et puis, comme l'a souligné Julien, le fait d'avoir des émotions fortes, ça va vraiment permettre que les souvenirs restent vifs. D'ailleurs, Mm. c'est tout ce qui se passe dans le psychotraumatisme, hein, Mm. où le souvenir n'arrive pas à rentrer dans la petite boîte de la mémoire. Mais c'est aussi ce qui vous permet, vous, de vous souvenir des bons événements, hein. Quand on a eu un événement chouette avec des émotions fortes, on s'en rappellera toute sa vie très, très bien. On pourra faire presque un voyage mental pour revenir dans cette situation-là. Ouais. Et ça va rester très fortement associé. Et donc là, il est vraisemblable que malheureusement, le soleil, qui est plutôt un élément positif à la base, soit associé à une émotion négative et que ça vienne comme ça, même implicitement, même inconsciemment, déclencher une envie de consommer. Mhm. Ça peut éventuellement se travailler en psychothérapie si c'est vraiment quelque chose qui est handicapant, pour venir déconnecter finalement le souvenir traumatique du soleil et pouvoir de nouveau profiter du soleil sans avoir cette envie de fumer qui réapparaît. Ouais, tout à fait. Il y a Gaïate qui nous dit, le pire, c'est avec de l'alcool. Une association de deux produits peut-elle provoquer des cravings? Alors là, complètement, hein, alors l'alcool, bien sûr. L'exemple parfait, c'est le café-clope, hein, c'est des éléments extrêmement conditionnés en termes d'association, ou l'alcool, cigarette en soirée. Mhm. Ça, c'est vraiment même ce qu'on appelle du conditionnement social, puisque c'est particulièrement le cas en France. On a une capacité à associer les choses qui ne vont pas toujours du bien, mais en tout cas, oui, ça, c'est clairement, ça peut clairement déclencher du craving. Et c'est aussi pour ça que les stratégies addictologiques aujourd'hui, c'est quand même d'avoir une approche un peu globale dans les soins et de traiter un peu toutes les substances en même temps si on le peut, puisque justement ça évite ces effets un petit peu de bascule de l'un à l'autre, parce que quand on en réduit un mais que l'autre s'active, et ben, il va redonner envie de consommer le premier. D'accord. Les personnes qui ont des soucis ou des problématiques psy sont-elles plus impactées par des cravings que d'autres personnes ou pas?
Alors, plutôt oui, hein. C'est vrai qu'il y a, de manière déjà très descriptive, hein, c'est une association qui est très fréquente. Quand on regarde les pathologies psychiatriques, quelle que soit d'ailleurs leur sévérité et les troubles addictifs, on va retrouver une association fréquente. C'est très important Alors, bonjour Raphaël. dans la dépression et l'anxiété. C'est aussi le cas dans les troubles du spectre de la schizophrénie. Mhm. Donc, l'hypothèse, c'est pas que l'un déclenche l'autre aujourd'hui, c'est plutôt qu'il y a une vulnérabilité partagée, comme on en discutait au début du live, hein, probablement pareil, génétique, biologique, physiologique et puis environnementale. Voilà, donc on sait que le stress et l'anxiété, c'est des manifestations du craving, ça peut en tout cas être des manifestations de craving, c'est aussi potentiellement des déclencheurs, et c'est là où là aussi, hein, l'association des deux grandes pathologies, alors on va appeler ça pathologie duel, hein, pour vous donner le terme, Mhm. quand il y a un ou plusieurs troubles psychiatriques et un ou plusieurs, une ou plusieurs conduites addictives, et là aussi, c'est difficile d'identifier toujours ce qui est arrivé en premier, et finalement, l'intérêt, c'est plutôt de bien évaluer l'ensemble et d'accompagner l'ensemble des troubles. Mhm. Élise. Alors tout à l'heure, on a parlé un peu de la durée du craving, mais est-ce que en fait, ça varie aussi d'un individu à l'autre sur sa fréquence, son intensité, enfin ce genre de paramètres? Alors, oui, c'est plus que vraisemblable, en tout cas c'est ce que décrivent les personnes concernées au quotidien, que le craving va varier au cours de la vie, que le craving va varier aussi quand on rentre dans une période de rémission, par exemple, qui va aussi varier selon le contexte de vie où on se trouve, puisque l'environnement, avec tous ces fameux indices dont on parlait, va vraiment beaucoup influencer la capacité ou pas à produire du craving. Le grand classique, c'est les patients qui viennent à l'hôpital et qui vous disent j'ai plus de craving. Bah oui, il n'y a plus de craving parce qu'il n'y a plus d'exposition. Et Oui. puis dès qu'ils retrouvent la télé collective, là, il y a les pubs d'alcool partout, pouf, ça revient comme en 40. Donc voilà, ça va varier. Et puis, on se pose même des questions, nous, sur le fait qu'il existe en fait un craving de fond, et puis un craving plus par petit pic. Et donc il y a vraiment un grand intérêt à se poser tranquillement pour bien voir comment ça défile. On a des équipes comme l'équipe de Bordeaux, par exemple, en recherche, qui travaillent sur ce qu'on appelle alors attention, c'est en anglais carrément cette fois-ci, EMA, Ecological Momentary Assessment. Donc, c'est le fait de pouvoir, en fait, avec un téléphone portable, par exemple, faire plein de petites mesures au quotidien, par exemple, du craving. Et donc, on attend les résultats de leur recherche pour voir justement très, très précisément comment évolue le craving chez les personnes. Mhm. Alors, on a pas mal de petits messages dans les commentaires. Je vous en lis quelques-uns. Annie nous dit, j'ai des cravings, surtout lorsque je suis seule à la maison. On parlait de circonstances, etc., hein. À un point que j'ai pris ma voiture pour aller chercher des cigarettes, j'avais l'impression d'être seule au monde, alors que j'ai une famille aimante, je ne comprends pas. Eh ben, c'est un bon exemple, hein, de ce que disait Ouais, Nicolas tout à l'heure. Et exactement, ouais. sur le craving, l'idée, c'est vraiment d'identifier, parce que ça, c'est clairement un déclencheur qui est personnel, hein, le fait d'être isolé. Mhm. Et donc là, ce qui a peut-être manqué à ce moment-là pour ne pas reconsommer, c'est d'anticiper ça et de se préparer à quand ça va arriver. Et peut-être que d'ailleurs, ça réarrivera. Donc nous, c'est ce qu'on travaille aussi dans les accompagnements. Et donc à ce moment-là, peut-être se faire un listing d'activités ou de choses à faire dans ces moments-là pour rompre un peu cet isolement et ne pas justement se sentir totalement seul à la maison. Ça peut être appeler quelqu'un, ça peut être aller faire une activité, nager, quelque chose comme ça, mais en tout cas, on peut tout à fait préparer ça. Et c'est vrai qu'il faut bien se dire que quand le craving est là, c'est beaucoup plus dur de réfléchir et donc d'élaborer une stratégie. Si elle a été préparée avant, eh ben, elle a quand même beaucoup plus de chances de se déclencher et de fonctionner. Ouais. C'est ce qu'on Tout à fait fait. souvent, on conseille aux gens d'anticiper, c'est-à-dire Voilà. d'imaginer, de se mettre en situation. Par exemple, quand il y a des grosses envies de fumer pour une dispute ou pour un truc comme ça, Mm. je me dispute avec machin. Puis déjà, rien que d'imaginer, ça nous énerve, hein. Euh, et j'ai envie de fumer, qu'est-ce que je fais? Et je me vois. Et je vais visualiser tous les gestes, mais qui sont vraiment très pointilleux, quoi. Comment dire? Je sors, j'ouvre la baie vitrée, voilà, je respire, je me prends une gomme ou une pastille, etc. Je tire sur ma vape, je me vois le faire, etc., etc. Et le fait d'anticiper, ça permet de se préparer à quelque chose. Mm. On a Juju qui illustre ce que vous avez dit, qui nous dit, j'ai des cravings, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. En tout cas, je sais que tu as des puissantes envies de fumer.
quand je suis en colère, mais plus dans une idée de me détruire, car je vois la cigarette comme toxique. Donc vraiment, on a ce Mhm. retour sur soi. Il y a Didier qui nous dit, ça fait un mois que j'ai des cravings, vont-ils disparaître? Alors, ça peut mettre du temps, hein, parce que pour le coup, contrairement au sevrage où ça se règle en quelques jours, quelques semaines, hein, le craving, il y a quand même beaucoup de personnes qui nous disent que même des années après, ça peut réapparaître. Et donc, l'idée, c'est vraiment de, comme disait Julien, hein, d'avoir son espèce de répertoire de stratégie de protection, comme si on construisait voilà, un camp fortifié autour de soi. Et moi, je prends souvent l'analogie avec les patients de la vague et du tsunami, quoi. C'est-à-dire que parfois, on peut se mouiller un peu les pieds, mais l'idée, c'est que la digue résiste et que la vague du craving ne passe pas trop par-dessus. On a le droit de se mouiller les pieds, c'est pas un souci, parfois, mais il faut qu'on puisse écoper et se remettre à sec. Par contre, comme tu disais Françoise, comme tu disais Julien, il faut anticiper, hein. C'est pas quand on a les deux pieds dans le sable mouvant qu'il faut chercher la corde. Oui, Donc tout à fait. il faut l'avoir fait avant, si possible quand on va le mieux possible, et tester, vraiment tester tout ce qui marche pas, s'appuyer sur l'imagination, en s'exposant, comme tu disais, on imagine qu'on se dispute. Pourquoi pas des petits jeux de rôle? On a la réalité virtuelle aussi maintenant qui permet de s'exposer aussi de manière encore un petit peu plus poussée. L'idée, c'est vraiment ça, c'est j'expérimente quand je vais le mieux possible pour préparer les temps où ça pourrait aller un petit peu moins bien. Mhm. Alors, je vous donne trois autres et puis après, on va continuer nos questions et on va en sauter quelques-unes, hein. Ils disent, on a Sandrine qui attend sa réponse, mais on n'est pas là pour répondre aux questions sur l'aide au tabac. Sandrine, on parle du craving. Mais parce que c'est vous, on va vous répondre. Sandrine nous dit, je fume 25 cigarettes malgré le patch à 21 et un patch à 7 milligrammes. Je n'arrive pas à arrêter car j'ai trop envie de fumer. Sandrine, faites-vous aider. Si vous continuez à fumer autant de cigarettes avec un patch et un autre petit patch, c'est qu'ils ne suffisent pas. Vous êtes sous-substitué. La première chose à faire, c'est vous substituer correctement. Et on peut mettre 2, 3, 4 patchs. C'est Mm. pas un souci du tout, Sandrine. Donc Ok. franchement, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. C'est exactement ça. Tout à fait d'accord. Il faut que ce soit confortable. Si ça l'est pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et Il n'y tant en que a pas vous assez. continuez, ce 25 clopes avec un patch, c'est comme si les patchs ne vous servaient à rien. Il faut vraiment renforcer votre substitution. Faites-vous aider là-dessus, hein. Faites-vous rencontrer un tabacologue. Venez sur un groupe d'autosupport, on vous aidera. Mais ne restez pas. Lisiane fait un témoignage. Elle nous dit, vous parlez d'anxiété. Je suis anxieuse depuis toute petite. En défumant, cette fragilité anxieuse m'a fait vivre divers cravings. Lisiane, tu répondras au questionnaire, hein, de ces messieurs. Celui qui me reste est une sorte d'émotion, peur, insécurité. Je ne sais pas l'anticiper parce que c'est trop puissant. Par contre, j'arrive parfois à repérer le déclencheur, mais quel travail. Tu as raison, Lisiane, quel travail. Il faut te faire aider pour ça. Il ne faut pas chercher toute seule. Et là, tu as l'occasion, et c'est une belle occasion quand on arrête un produit comme le tabac fumé, qu'il y a des choses qui se donnent à voir, et ben d'aller travailler et d'aller mieux, hein. Et enfin, il y a Sylvie, bonsoir Sylvie, qui nous dit, bonsoir, est-ce que la diminution, voire la disparition des cravings est signe de rétablissement par rapport à une addiction? Ou est-ce que ces cravings peuvent se manifester une fois la personne rééquilibrée et rétablie? Belle Alors, question. ce qui est important, effectivement, il y a donc les deux termes, à la fois le terme de rémission, donc qui signifie la disparition des symptômes addictifs. Donc là, comme Nicolas l'a dit, dans la rémission, le craving, il n'est pas compté parce qu'effectivement, il peut réapparaître de manière ponctuelle, sporadique même dans le temps. Et donc, voilà, on considère que même s'il est présent, on peut être en rémission, et d'ailleurs, heureusement, sinon, c'est-à-dire qu'il n'y en aurait jamais. Et dans le rétablissement, alors, il n'y a pas de critère diagnostic du rétablissement, mais en fait, le rétablissement, c'est comme le fait d'être dans voilà, un fonctionnement de vie qui est satisfaisant pour soi et dans lequel on s'épanouit. Donc, dans l'idéal, il faudrait que le craving, il ait disparu. Mais on l'a vu, il peut quand même parfois revenir et ça ne doit pas perturber le rétablissement des personnes. Donc, de l'intérêt à nouveau de bien l'anticiper. Et là, c'est toutes les stratégies de prévention de la rechute. Donc, on ne va pas forcément en parler ce soir, mais il y a beaucoup de stratégies qui existent où c'est vraiment de la préparation, presque de l'entraînement finalement, Mm, pour pouvoir vivre sa vie la plus normalement possible sans avoir à penser à tout ça, mais avoir des petites stratégies. Des fois, on parle de cartes SOS ou des cartes urgence. C'est un peu le joker que vous pouvez sortir parce que vous l'avez préparé. Il est, je sais pas, dans votre portefeuille, par exemple, et vous avez la stratégie un peu toute faite. Donc, on peut être établi tout à fait, avec quand même une petite surveillance. Et puis, cette surveillance, bien sûr, eh bien, dans le temps, elle finit par s'estomper parce que le craving, quand même, à terme, il va a priori plus revenir. ouais, tout à fait. Élise.
Du coup, on parlait de rechute. Est-ce qu'un craving, ça peut entraîner une rechute? Et si ça peut l'entraîner, comment est-ce on peut faire pour l'éviter? Alors oui, c'est même le principal déterminant de la rechute, puisque le craving, c'est le facteur qui va le mieux prédire le risque de consommation à court terme. Et quand je dis court terme, c'est dans les heures qui suivent ou dans les jours et semaines qui suivent. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on d'ailleurs qu'on en fait une cible importante des soins qui sont proposés. Il faut garder en tête qu'effectivement, le craving finit toujours par redescendre. On se disait 15-20 minutes en moyenne, mais c'est variable. Et l'idée, ça va être justement quand on voit que ça commence à monter, d'avoir le plus de connaissances sur les signes qui annoncent ce craving pour pouvoir mettre en place les différentes stratégies. Pour réduire la rechute, ben, c'est un petit peu ce qu'on s'est dit avant, hein, c'est de préparer un stock de stratégies personnelles qu'on a. Qu'on a co-construit avec la personne qui nous accompagne ou avec les personnes du groupe avec qui on parle, en profitant des expériences des uns et des autres. Et ça peut être extrêmement varié, hein. Ça peut être appeler son frère jumeau parce qu'on a une envie de chocolat dans le rayon. Ça peut être de manger des fraises, prendre une douche, aller à la piscine, balader son chien, aller regarder les étoiles. Tout est possible et rien n'est ridicule à partir du moment où ça marche. Il faut pas se priver de tester des trucs, même un peu débilos, pour voir si ça marche, si ça marche pas. Il y a des moments où ça marchera plus, il faudra mettre en place d'autres stratégies. Mais voilà, il faut être armé le plus possible. Moi, je reprends vraiment mon analogie de la digue, hein. L'idée, c'est de régulièrement entretenir cette digue pour qu'elle résiste, parce que on n'est jamais à l'abri de se prendre une grosse vague dans la tronche, parce qu'on a un mauvais événement, on est licencié, on a quelqu'un qui décède dans la famille. Et ça va venir refragiliser les choses. Mais si les bases sont solides, ça va résister. Et même si on a les pieds mouillés parce que le craving est passé un petit peu et qu'il y a même peut-être eu un petit faux pas, eh Mm. ben, on dédramatise les choses, on reprend avec les personnes qui sont nos alliés et nos soutiens et on remet en place le plan d'abstinence si c'était l'objectif. Tout à fait, tout à fait. Une peau de banane n'est pas une rechute. Exactement. Voilà. Et on voit aussi l'intérêt, chère Élise, d'avoir un frère jumeau en cas de craving, parce qu'on peut l'appeler. Et évidemment, toi et moi, on n'en a pas. Donc, Non. On C'est une peut se stratégie trouver un peu un jumeau, ouais. spécifique, je suis Ça d'accord. aurait été un de mes rêves, mais non. Comment on explique, chers messieurs les docteurs, comment certaines personnes vont pas ressentir obligatoirement ce qu'on appelle ou ce qu'ils pourraient appeler des cravings en arrêtant de fumer, mais vont se jeter compulsivement et assez violemment sur la nourriture, par exemple. On peut avoir du déplacement de craving comme ça ou c'est une vue de l'esprit? Alors, il peut y avoir du déplacement de craving, mais là, c'est surtout lié au mécanisme même du tabac. Mm. Et c'est notamment d'ailleurs le cas, on en reparlera peut-être après aussi, mais sur les personnes qui essaient d'y aller sans substitution, par exemple. Et alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, quand on va le priver brutalement, parce que souvent, quand on se décide, hein, on arrête en général, et on va donc le priver brutalement de quelque chose qu'il avait intégré dans son fonctionnement. Il s'était un petit peu adapté pour rééquilibrer son fonctionnement en tenant compte de la substance. Et donc, quand on enlève, vous le savez, il y a le phénomène de sevrage. Et donc, le cerveau, il va chercher à ou s'apaiser ou se récompenser différemment. Et il va utiliser ce qui est apporté le plus souvent. Donc, si vous avez de l'alcool, parfois, bah, c'est l'alcool qui va être pris parce qu'il y a ces effets psychotropes qui sont Mm. apaisants. Mais le plus souvent, ce qu'on a autour de nous, c'est à manger et avec une industrie agroalimentaire qui, en plus, nous a créé des produits très Ben, bien salés, sûr, très ouais. sucrés, très gras, très appétants. Et ça, le cerveau, il adore. Donc, il y a cet effet de recherche vraiment de plaisir, de soulagement par le cerveau. On sait aussi que le tabac, il va moduler l'appétit. Il a souvent une fonction de réduction de l'appétit qui est par ailleurs utilisée par certaines personnes aussi. Et donc, quand on lève eh ben, finalement cet usage, l'effet de retour de l'appétit va être important. Et puis, il y a tout l'aspect aussi autour de la sphère orale, hein, puisqu'on a ce comportement de tirage de la cigarette et qu'on va essayer de compenser par exemple, de la mastication. Et donc, ça va tout ça un petit peu augmenter ce craving pour l'alimentation et surtout pour le fait de manger des choses. Donc ça, ce qui va vraiment, alors souvent d'ailleurs, ça fait des prises de poids hein, au moment du sevrage tabac, et ce qui va vraiment permettre de réduire ça, c'est encore une fois une bonne substitution nicotinique à dose vraiment efficace, la vape aussi par exemple, qui va permettre de réduire drastiquement ce comportement. Et si vraiment ça persiste, eh ben, on va chercher à nouveau d'autres stratégies alternatives. Plutôt que d'aller manger tel élément, on va anticiper avec des boissons sans sucre par exemple, ou Mm. alors d'autres aliments qui sont peut-être moins caloriques, moins gênants. Ouais, super. Très bon conseil. Alors, on va parler juste de substitution. Élise, avec ta dernière question,
avant qu'on parle de Addictomap, juste un message personnel. Virginie Lafaille dit petit coucou à Julien, que j'ai rencontré alors qu'il était interne à Oui, Yzeure. tout à fait. Voilà. Et ben, je me rappelle de toi, je suis très content que tu sois sur le live. Quand il était un petit garçon encore interne. Oh, c'est trop mignon. C'était mon premier semestre, donc oui, vraiment. Ah, c'est trop bien. On veut une photo. Euh, Élise, la substitution. Alors, du coup, qu'est-ce que vous pensez en tant que professionnel de santé du vapotage pour la gestion du craving pendant le sevrage tabagique? Et est-ce que les substituts, ça aide? C'est une question aussi du... Ça aide vraiment à gérer les cravings, les substituts? Alors, je pense que je vais prendre l'exemple de mon service où, pour des raisons d'organisation, les patients ne peuvent pas sortir pendant les premiers jours de l'hospitalisation. Et donc finalement, enfin, tous les fumeurs sont amenés à faire un sevrage, qu'ils le souhaitent ou pas. C'est comme ça. Et donc on a beaucoup réfléchi à travailler autour de ça, parce que là on est vraiment dans l'optique d'un sevrage qui n'est même pas forcément désiré par le patient, mais qui doit, pour nous, être confortable. Et donc comment on a fait pour gérer ça? Bon, on s'est effectivement appuyé et sur la vape et sur la substitution nicotinique. La substitution, en la mettant vraiment entre les mains de nos infirmières qui ont le droit de prescrire et qui, jour et nuit, ajustent la substitution, parce que c'est quand même le meilleur levier pour contrôler le craving. Effectivement, on ne règle pas le problème de la dépendance, mais dans l'instant présent, on effondre complètement le craving et on permet à la personne d'avoir de la place psychiquement pour réfléchir à sa maladie et mettre en place tout ce qu'on vient de dire juste avant, en fait. On se libère la place pour ça. Et il n'y a rien de mieux pour ça qu'une substitution bien faite. Faut pas hésiter effectivement à monter dans les doses, comme tu disais Françoise tout à l'heure, pour Mm. arriver à un niveau de confort suffisant pour qu'il y ait de la place, que le craving disparaisse et qu'on puisse travailler le reste. Donc c'est vraiment une chance et on a la chance en plus pour le tabac d'avoir plein de formes de substitutions différentes qui existent. Et là, on est sur une substitution vraiment pharmacologique, hein. On vient remplacer la nicotine du tabac par une nicotine qui est inoffensive et médicale. Et la vape, là-dessus, vient rajouter encore une couche, puisqu'on a la possibilité de mettre de la nicotine dedans. Et on a une dimension de substitution comportementale, avec un objet dans la main qu'on apporte à la bouche et qui vient générer de la vapeur. Dans le service d'addictologie à Caen, on a même une salle de vape au milieu du service où les patients en sevrage peuvent aller vapoter collectivement. Mm. Et on vient comme ça apporter ce qu'on espère en tout cas être le maximum de niveau de confort pour accompagner le sevrage. Ensuite, Mm. chacun prend ses décisions, mais au moins, ils ont eu la possibilité pendant une semaine d'expérimenter la vie sans tabac. Et ça se fait de manière, ça peut se faire de manière, et ça doit se faire de manière confortable grâce à la Confortable. substitution. Voilà. Ouais. De manière Grâce à la- confortable. Alors maintenant, on va parler d'un truc qui s'appelle Addictomap. C'est un projet de recherche que vous portez, messieurs, et qui cherche à décrire le craving en partant non pas des textes qui ont été publiés dans la littérature, et Dieu sait s'ils sont nombreux, autour de ce drôle de bête qu'on appelle le craving, mais du vécu des personnes concernées. Vous avez choisi ce thème de recherche parce qu'il correspond aussi à votre pratique clinique, parce que c'est quelque chose qui a du sens pour vous dans vos missions d'addictologue. Et vous allez pouvoir nous en parler. Je vais juste partager le petit flyer hein, de ce... Voilà, il est partagé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que nous allons inviter toutes les personnes qui vont regarder ce live à partager un post qu'on va faire juste après le live où on mettra ce petit lien-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à réagir et à partager le post qu'on va faire juste après le live. Je vous écoute, messieurs. Je commence, Julien, puis tu compléteras. En fait, tout ça, c'est parti du fait qu'on a essayé de recenser enfin, on a recensé avec Julien et avec Cécile Miel, une psychologue de son équipe, tous les outils qui existent dans le monde qui évaluent le craving. On s'est rendu compte qu'il y en avait plus de 150. Donc on s'est dit, ah bah, il y en a vraiment beaucoup, plus que ce qu'on imaginait. Mais en fait, ils sont assez peu utilisés parce qu'ils font pas consensus. Il y en a trop, en fait. Et puis, chacun est un peu spécifique d'un produit ou d'un autre. Et ce qui nous a le plus perturbé, c'est qu'en fait, il y en avait à peine un ou deux sur toute la masse où les personnes concernées avaient été impliquées dans la conception de l'outil.
Et là, ça nous a posé problème parce que, comme je disais en introduction, hein, alors que la douleur, tout le monde la vit, donc on peut comprendre ce que c'est, le craving, ben, tout le monde la vit, tout le monde ne le vit pas, hein. Et on a beau être un expert du sujet en tant que chercheur ou médecin, si on ne connaît pas le craving soi-même, c'est compliqué de se projeter dessus. Et donc on s'est dit, bah, on va partir de ce que les scientifiques ont dit, de toutes les dimensions qu'ils ont identifiées, et on va revenir vers les personnes qui sont concernées par ça, qui le vivent dans leur quotidien, et on va interroger auprès d'eux toutes ces dimensions, et voir s'ils sont d'accord ou pas, et comment eux, ils le vivent vraiment dans leur quotidien. Alors ça donne une enquête qui est un peu longue, hein, vous avez vu, entre 30 et 45 minutes, on a conscience qu'on vous demande beaucoup de votre temps pour ça. Ouais, mais c'est pour la science, hein. Alors c'est pour la science, mais c'est aussi parce que on voulait vraiment prendre en compte le vécu. Donc il y a beaucoup de questions. C'est des questions qui sont pas toujours faciles. On essaie Mm. de les mettre, de lisser ça. On a demandé à l'équipe Je ne fume plus de nous aider à le relire, qui nous a dit que c'était un peu long, mais on a essayé de réduire au maximum, mais on n'a pas pu faire plus que ça. Euh, et puis, comme vous voyez un petit peu sur le document, eh ben, l'objectif, ça va être de regarder voilà, comment les personnes vivent leur craving de tabac, qu'elles soient encore dans les consommations ou qu'elles soient à distance des consommations depuis plusieurs années, en se rappelant du dernier épisode de craving qui a été vécu. Et puis ça, on va le comparer au craving d'alcool pour voir si c'est différent d'une substance à l'autre. On va le comparer aussi au craving des personnes, de jeunes adolescents, enfin plutôt d'étudiants, pour voir si il y a déjà un craving qui existe chez les adolescents ou pas, ce qui pourrait servir de levier de prévention et faire comme ça une espèce de carte géographique du craving pour voir s'il existe des profils de craving différents, combien de temps ça dure, à quoi il ressemble en termes de courbe, quelles sont les dimensions qui sont les mieux décrites et les plus importantes pour les personnes qui vivent vraiment ce craving dans leur vie. Mhm. Julien? Bon, écoute, tu as déjà dit pas mal d'éléments, mais c'est vrai que là, donc, en fait, pendant ces derniers mois, nous, on a un petit peu donc, identifié toutes ces dimensions. On a proposé donc, ce questionnaire qui va être un peu par étapes. Donc, de manière très pragmatique, pour y accéder, vous voyez, vous avez un petit QR code et un petit lien cliquable qui seront disponibles pour y accéder directement. Voilà, toutes les données, bien sûr, seront anonymes, donc on n'aura aucune idée de qui est derrière le questionnaire. Il y aura juste votre adresse IP que le logiciel gardera parce qu'en fait, ça vous permettra de revenir sur l'enquête. Si vous fermez l'enquête parce que vous n'avez pas le temps ou vous la laissez en stand-by, vous pouvez revenir plus tard pour la terminer si vous restez sur la même connexion et le même appareil. Et ça, nous, c'est des données qu'on ne gardera pas de toute façon a posteriori. Et puis à la fin de l'enquête, pour ceux qui souhaiteraient en connaître un petit peu plus sur les résultats, les analyses qu'on va en faire, et puis éventuellement participer à d'autres études dans le futur, on a un autre questionnaire qui s'ouvrira qui permettra d'avoir votre adresse mail sans savoir de quel questionnaire il s'agit à la base, puisque vous avez tous le même lien, c'est un lien qui est anonyme, hein, en fait. Voilà. D'accord. Donc, je suis volontaire pour répondre à ce questionnaire. Je C'est me connecte. Je vais avoir des questions sur qui je suis, hein, voilà, mon âge, tout ça, blabla. Ensuite, on va parler de mes consommations présentes ou passées, Tout hein, à fait. donc, même si je ne fume plus depuis X temps comme moi, je vais répondre quand même à l'enquête. Si Tout je à fait. fume encore, je réponds à l'enquête, zéro souci. Ensuite, on va rentrer dans le sujet du craving, c'est-à-dire qu'on va me demander de me souvenir ou de raconter les différentes situations où ben, j'ai rencontré quelque chose qui peut s'appeler craving, hein. Je pense que c'est vraiment important. Et ensuite, je vais être accompagnée. Et c'est aussi pour ça qu'il est aussi long, ce questionnaire. Parce qu'on m'accompagne pour que je sois capable d'analyser ce dont je parle. C'est-à-dire que je vais repérer les déclencheurs, je vais repérer les situations dans lesquelles c'est arrivé, etc., etc. Et cetera. Et je vais pouvoir comme ça donner pas mal de petits renseignements qui moi-même vont m'aider par rapport à l'analyse de mon expérience. Mm. C'est pour ça aussi que je dis que ce questionnaire, c'est pour la science. Parce que si vous y répondez, ça va vous apporter aussi une démarche de réflexion par rapport à vos parcours et à ces envies puissantes que vous pouvez répondre, Mm. enfin connaître à un moment. Et ensuite, on vous propose de laisser une adresse pour recevoir les résultats, c'est ça? Alors oui, donc l'idée là, une fois que l'enquête sera faite, c'est qu'on va analyser un peu toutes ces données-là. On voulait évidemment faire un retour. Alors,
Ça ne sera pas un retour par personne parce que, encore une fois, on ne sait pas qui a répondu. Bien C'est sûr, totalement anonyme et vous aurez un retour global. Et puis, la perspective pour ce travail, parce que là, on parle de recherche, c'est très intéressant, mais on a aussi, nous, en tant que psychiatre addictologue, on a envie que ça serve sur le terrain. L'idée, c'est de construire après peut-être un outil, justement, qui permettra que chaque personne puisse identifier, évaluer de manière individuelle son craving et justement puisse, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça, c'est mieux comprendre son propre craving et mieux adapter ses stratégies pour pouvoir ensuite éviter la rechute au long cours. Donc il y a vraiment une implication clinique, ce qu'on appelle nous l'implication clinique, c'est on a vraiment l'objectif de transformer ça derrière en outil qui pourrait servir. Alors, à vous, qui pourrait servir aussi aux cliniciens, parce qu'on a plein de cliniciens qui nous ont dit qu'ils avaient du mal en fait à expliquer le tout à craving fait. à leurs patients. Et voilà, avec les outils peut-être numériques dans l'avenir, on verra si on arrive à financer ça, mais on a vraiment envie que ça puisse devenir vraiment très utile à tout le monde dans le quotidien finalement de la gestion de son craving. Mhm. C'est un projet important pour nous aussi, les patients, parce que ça nous associe à quelque chose qui tient d'une réflexion autour de quelque chose que nous vivons. Et si des outils peuvent être créés suite à cette recherche, je crois qu'on sera les premiers à battre des deux mains, hein, ça serait génial. Hélène nous dit, je participerai si je rentre dans l'objet d'étude, tu y rentres, hein. Que tu fumes plus, que tu aies d'autres consommations, que tu aies des soucis autres, tu y rentres. C'est une super initiative. Merci de vos réponses, nous dit-elle. Je reprends confiance dans l'addictologie qui a progressé avec vous. Et voilà, et moi je pense la même chose, vous faites progresser la dictologie. Ah, ça, c'est vraiment... Décidément, nous dit Sylvie, Julien est connu et reconnu. Bah, c'est une star, Julien. Il a été membre de mon jury oral de DU d'Addicto. Merci à lui pour la bonne note. Eh ben, écoute, on lui transmet, hein. Elle devait être méritée parce que je Elle est note juste. méritée, c'est quelqu'un de génial, Sylvie. Sylvie, Sandra nous demande, est-ce que les personnes qui ne sont plus consommatrices peuvent répondre? La réponse est oui, je crois qu'on l'a dit, hein. Euh, alors, comment on fait concrètement? Comment on va faire? On va mettre donc le petit visuel que vous avez à l'écran. On va vous le mettre sous deux formats, un format image et un format PDF dans deux postes différents que vous pourrez partager. Deux façons pour répondre à cette enquête. Soit vous scannez le QR code, soit vous pouvez cliquer sur le lien. Nous mettrons le lien cliquable en complément du post, hein, donc il n'y a pas de souci. Ce qu'on vous demande à vous, que vous soyez dans des groupes, que vous soyez que vous ayez plein d'amis sur Facebook, partagez cette enquête. Partagez cette enquête parce que pour que cette enquête soit efficace, il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde à répondre. Comme ils le mettent, vous voyez, la très grosse enquête Craving. C'est pas parce qu'elle est grosse et qu'elle est longue à répondre, on assume, hein. Oui, c'est long parce que c'est sérieux aussi, mais elle est longue, elle est aussi grosse parce qu'il faut qu'on soit très nombreux à y répondre. Je ne fume plus est vraiment partenaire de cette enquête. Je ne fume plus lance un appel à tous pour que vous puissiez répondre. C'est 30 à 45 minutes de votre temps, mais ça va aider au final beaucoup, beaucoup de gens. Donc merci à chacun et merci à chacune de prendre ce temps-là pour faire avancer la connaissance, mais la connaissance par le vécu du craving, pour qu'on ait des résultats, des outils aussi qui nous permettent de mieux anticiper, de mieux comprendre d'avancer sur cette question qui est une question centrale hein, dans les addictions, hein. Est-ce que vous pensez faire la même enquête au niveau de l'alcool? Eh bien oui, elle est prête aussi d'ailleurs. Alors on a du coup choisi une association qui est plutôt du coup centrée sur l'alcool Bien pour sûr, lancer le deuxième questionnaire. Donc voilà, d'ailleurs peut-être que par le biais de vos réseaux sociaux, vous allez peut-être voir passer les deux. oui, C'est assez facile de les différencier. Alors déjà parce qu'on parle beaucoup de tabac d'un côté, beaucoup d'alcool de l'autre, mais surtout parce que dans le petit onglet de votre navigateur, vous verrez le nom Alco, enfin Addictomap tabac ou Addictomap alcool. Voilà. Après, si vraiment vous êtes très motivé, on n'a pas d'objection à ce que vous remplissiez les deux, mais il y a un côté un peu redondant parce qu'en fait, Oui. globalement, on va parler un peu des mêmes dimensions. Mais comme les cravings, et c'est une hypothèse qu'on a aussi, peut être très différent
quand on considère l'alcool ou le tabac. Si vraiment chez vous c'est le cas, vous sentez-vous libre de la repasser une deuxième fois. Y a aucun problème par rapport à ça. C'est très très intéressant. Et puis nous, on partagera aussi un peu plus tard le questionnaire alcool parce qu'on a beaucoup de gens qui arrêtent de fumer après avoir s'être rétablis d'une addiction à l'alcool, hein, et on travaille beaucoup avec les associations de patients alcool. Donc vous nous enverrez le lien par mail, messieurs, Oui, oui, tout à fait. hein, Et on puis, le fera c'est passer. c'est la Camerup qui va diffuser à toute sa fédération d'associations d'entraide. Donc, voilà, Ouais, ça va diffuser. Et les flyers d'accord. sont séparés. Il y a marqué enquête alcool, enquête tabac. Comme ça, vous savez où vous êtes. D'accord. Nadia nous dit, je suis en train de faire un DU de tabacologie, je révise avec vos lives. Bah oui, Eh ben voilà, très bien. hein. Elle va pouvoir avoir une super note sur le craving. On a une dernière question et après on arrête, hein. La dernière question, c'est on répond au questionnaire. Alors on a compris qu'on partage un max, hein, dès ce soir. Pouf, pouf, pouf. On va voir plein de petits dictomas partout sur Facebook. Euh, le questionnaire, il sera en ligne jusque quand? Il faut y répondre avant quand? Pour l'instant, on va laisser du temps. L'idée, c'est qu'on ait un certain nombre de répondeurs pour avoir ce qu'on appelle assez de puissance statistique, nous, pour analyser les résultats. D'accord? Donc, plus on en a et plus on verra facilement les différents éléments en termes d'analyse. Pour l'instant, on n'a pas forcément prévu de date de fin. On n'a pas mis de date, en tout cas, sur le questionnaire. Et probablement que si on a une date qui se profile, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les recrutements, Oui, on vous fera un petit mail pour vous prévenir. d'accord. Voilà. Et nous, on fera passer l'information. Voilà. Mais Et sachant que voilà. Juste peut-être François, je précise pour ceux qui trouveraient que c'est un petit peu long, 30 à 45 minutes. Je le redis, hein, on peut s'interrompre en cours de route et revenir, Oui. à condition que ce soit sur le même ordinateur pour garder la même adresse IP, comme on appelle ça. Voilà. Si vous changez d'ordinateur, par contre, vous allez perdre le remplissage, mais sinon, vous pouvez tout à fait relancer au bout d'un certain temps D'accord. Je Voilà. commence, je vais faire des trucs et je reviens et je continue oui, mon oui. questionnaire. Ouais, D'accord, surtout ok, surtout super. si vous ne fermez pas l'onglet, comme il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de raison d'être déconnecté. La page D'accord, va rester ouverte comme si vous aviez une page, la Fnac, d'ouverte sur votre ordinateur. d'accord, ok. On garde Eh le timing. ben, on est super content. Hein, Nous Élise? aussi. Ouais, C'est un trop bien. super live. Alors, je vous Ouais. passe les merci, merci, merci. Donc, n'hésitez pas à partager ce live dès que vous pouvez, hein, quand vous le regarderez sans doute ce soir, parce que là, on est en direct, mais ce live reste en replay et nos lives sont avant tout regardés en replay, hein, quand les gens sont rentrés du travail. Donc, n'hésitez pas donc à le partager. N'hésitez pas non plus à partager les posts qu'on va faire dès ce soir pour vous indiquer comment répondre à l'enquête, à la super grosse enquête à Dictomap, qui nous fera mieux comprendre le craving. Messieurs, je pense qu'on vous réinvitera quand vous aurez un peu avancé sur cette enquête, de façon à ce que vous nous éclairiez sur les premiers résultats que vous pourriez en tirer. Bien Je sûr. pense que ça sera très très intéressant. On a eu beaucoup de bonheur à vous entendre parce qu'on apprend toujours plein de choses avec vous et puis on apprend des choses de façon sympathique. Quel bonheur, hein? Quelle chance on a. Trouve pas, Ah ouais. Alice? Hein? Ouais. Un nouveau fan club. Merci pour l'invitation parce que nous, on prend toujours beaucoup de plaisir à venir ici Ah ouais, et mais vous avez non, mais toujours vous des êtes questions top, quoi. très pertinentes, donc c'est très intéressant. Ouais, mais bon, ça nous intéresse, c'est des sujets qui sont précieux pour nous et puis pour tous ceux qui nous regardent. Donc, merci, merci, merci mille fois. Et longue vie à Dictomap, longue vie à Alcomap. On y croit à fond. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour recommuniquer dessus autant que vous avez besoin. Voilà, merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Et puis, quelle chance d'avoir un frère jumeau. On a retenu ça. Dans le craving, c'est très utile. Nous, on se retrouve le mois prochain, hein, pour un nouveau live. Et il vous sera annoncé sur la page Je ne fume plus. Ça va être à peu près dans un mois. On a plein de sujets à venir. On va parler de l'arrêt du tabac et de l'activité physique. On va refaire un live sur l'arrêt du tabac et la prise de poids.